je prends la parole donc pour aborder un peu justement cette question du matrimoine. Et alors, pour rebondir sur ce qu'a dit effectivement Christine Planté ce matin, pour moi, le matrimoine, enfin la recherche de ce matrimoine, je ne connaissais pas le mot à l'époque, c'était vraiment un acte de survie artistique. C'est-à-dire que c'est vraiment, on en parlera peut-être à table ronde aussi demain, sur la place des femmes aujourd'hui dans le théâtre, quand on se retrouve sans histoire, sans modèle, avec des siècles de dénigrement concernant l'écriture des femmes, eh bien ça a un poids, ça crée un sentiment d'illégitimité, d'empêchement. On n'arrive pas de la même façon que les hommes sur la scène du théâtre, en fait. Voilà. Et c'est toutes ces représentations symboliques, moi, qui m'interrogeaient, et j'essayais de comprendre pourquoi, voilà, j'écrivais ma première pièce de théâtre, pourquoi je me sentais aussi empêchée, aussi illégitime dans ce rôle, pourquoi aussi, au contraire, en tant que comédienne, voilà, la figure de la comédienne avait pris tant de place dans nos sociétés occidentales. Voilà, c'était toutes ces questions. Et du coup, moi, à l'époque, je ne savais même pas que des femmes avaient écrit du théâtre avant Marguerite Duras. Peut-être que je le savais pour George Sand, mais j'en suis même pas sûre. Donc moi, je m'étais d'abord intéressée aux premières actrices. Je comprenais pas. Je me disais, c'est quand même fou, la figure de l'actrice. Quand même, c'est une figure très récente parce que pendant des siècles, les hommes ont joué les rôles de femmes. Donc, à côté de mes études de comédienne, je faisais l'Institut d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, et je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi les femmes n'ont pas pu jouer sur le théâtre pendant des siècles. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait le problème était à l'envers, c'était pourquoi brusquement la société au XVIe, XVIIe siècle avait autorisé des femmes à jouer sur la scène du théâtre. Et là, ça c'est une histoire de matrimoine, c'est-à-dire que en fait l'apparition des comédiennes est une véritable révolution théâtrale. C'est-à-dire que toutes nos esthétiques aujourd'hui, un homme qui joue un homme et une femme qui joue une femme, c'est très récent. C'est même finalement, même par rapport à d'autres cultures, c'est récent et c'est assez rare. Et en fait, on enseigne l'histoire du théâtre, notamment en France, sans pour jamais aborder l'apparition des comédiennes au XVIe, XVIIe siècle, alors que toute l'écriture de Corneille, de Racine, de Molière, etc., elle naît de ces nouveaux codes esthétiques. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une histoire de matrimoine, c'est-à-dire c'est une histoire de ce que nous ont légué aussi l'histoire des femmes, nos mères, nos arrière-grand-mères, etc. Donc ce mot matrimoine, pour moi, c'est un petit mot magique, finalement, parce qu'il suffit de le prononcer pour que brusquement, ça rende visible et ça rende audible toutes ces créatrices qui ont existé. Alors bon, matrimoine, effectivement, bien culturel transmis par les mères, au même titre que patrimoine, bien culturel transmis par les pères. On parle de patrimoine aujourd'hui et ça porte bien son nom, puisque le patrimoine est essentiellement représenté 80-95% par des œuvres d'hommes, selon un peu les secteurs artistiques. Mais ce n'est pas un néologisme, ce mot. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce mot aussi a un sens politique, une histoire politique. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, un couple qui se mariait déclarait à la fois son patrimoine et son matrimoine. Et on voit comment, à la fin, pour résumer très rapidement, il ne reste plus que les prestigieuses journées européennes du patrimoine et les agences matrimoniales. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment le patrimoine a pris ses lettres de noblesse, est devenu les biens de la patrie, de tout le monde, et comment le mot matrimoine lui-même a disparu, il n'est plus resté que l'adjectif matrimonial, et qui se résume à la sphère du mariage, à la sphère privée, etc. Voilà. Donc voilà, le matrimoine, voilà, ce n'est pas un néologisme, mais c'est un moyen de faire aussi ressurgir toutes ces questions. Mais évidemment, le but, c'est pas non plus de mettre d'un côté le patrimoine, d'un côté le matrimoine. Le but, pour moi, ce serait un moment de ne plus parler de patrimoine ni de matrimoine, mais de parler d'héritage, un héritage, voilà, constitué de biens culturels, que ce soit des hommes ou des femmes, etc. Mais telle que l'histoire s'est construite, elle s'est construite dans cette différenciation et dans cette hiérarchisation. Et pour l'instant, moi, je considère qu'on on est obligé de faire avec, et que ce mot matrimoine, il est pratique justement et utile pour faire ressurgir toutes ces questions et rendre visibles ces créatrices. Voilà. Donc moi, j'ai continué un petit peu mon chemin. Quand je ne peux pas vous raconter l'apparition des comédiennes parce que ce serait trop long, mais passionnant. Mais en découvrant ces comédiennes, je me suis rendu compte du coup qu'il y avait certaines d'entre elles avaient écrit du théâtre. Et je me suis dit, oh, il y a eu des femmes qui ont écrit du théâtre à cette époque, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc je commence à aller... J'avais fait mon mémoire sur l'apparition des comédiennes. Je retourne voir ma directrice de thèse, qui était Martine de Rougemont.
une des rares femmes à l'époque universitaires en théâtre qui justement dirigeait des études, des recherches sur l'histoire des femmes dans le théâtre. Et je lui propose de travailler sur les premières femmes dramaturges, les femmes auteurs de théâtre. Et là, je vois aussi que par rapport à l'institution, c'est plus la même chose. L'apparition des comédiennes, c'était festif finalement, puis ça fêtait notre société aujourd'hui, nos codes esthétiques aujourd'hui. Les femmes auteurs de théâtre, d'abord elles ont existé. Et puis, si elles ont existé, on ne les connaissait pas. Donc, si des grands universitaires ne les connaissent pas, c'est que, elles n'ont pas dû forcément écrire des choses très pertinentes, etc. Voilà. Donc, déjà, voilà, une question de légitimité sur le sujet même. Et puis, sur la langue. Parce que pour écrire l'apparition des comédiennes, j'avais le mot actrice, j'avais le mot comédienne, etc. Mais pour écrire l'histoire des femmes auteurs de théâtre, femme auteur, auteur femme, femme dramaturge, auteure, ça ne s'entend pas, mais ça ne se voit pas non plus. Et puis quand j'écrivais auteur, est-ce que je parlais que des hommes ou je parlais des hommes et des femmes? Vous voyez, toutes ces questions. Et je vais aux archives de la Comédie Française. Edwige Keller-Rabé nous a montré tout à l'heure les registres de Lagrange, le comédien de Molière, qui tenait les registres de contes. Et dans ces registres de contes, je vois part d'autrices pour les parts d'auteurs, pour les femmes qui ont été jouées à la Comédie Française au XVIIe siècle. Et je me dis, ce mot c'est celui-là que je cherche. Et effectivement, je le retrouve dans des critiques de l'époque sur les pièces de théâtre de l'époque. Donc je vois que c'est vraiment un mot de l'usage courant. Et donc, du coup, je commence à tirer le fil de ce mot et je m'aperçois que ce mot, il existe depuis l'Antiquité et que depuis l'Antiquité, on lui fait la guerre. Je me rends compte que, voilà, au IVe siècle après Jésus-Christ, alors là, je cite en général mon grammairien préféré, qui est Maurus Servus Honoratus, parce que je ne connais, voilà, que tout le monde connaît dans cette assemblée, bien sûr. Maurus Servus Honoratus, en tout cas, que je ne connaissais pas non plus. Au IVe siècle, c'était un grand grammairien très connu qui fait un grammaire, et dans cette grammaire, il commence à établir une règle pour l'usage du latin auctrix, le féminin d'autrice, et il commence à dire, voilà, quand le mot autrix dérive du verbe augere, qui veut dire augmenter, développer, accroître, on peut utiliser le féminin autrice, mais quand il dérive du substantif autoritas, autorité, on doit recourir au masculin auctor en parlant d'une femme. C'est-à-dire que vraiment, tout est résumé. Là, ça veut dire que la femme ne peut vraiment pas être source, ne peut pas être autorité, elle ne peut que développer, accroître, augmenter la pensée d'autrui. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, parce que s'il a eu besoin de poser cette règle, c'est bien qu'il y avait des femmes qui se disaient auctrix, au sens d'autorité et de source aussi. Puisque, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que, alors après, je résume très vite, mais sur ce terme, il a continué à être employé, etc., notamment au XVIIe siècle, et c'est au XVIIe siècle que l'Académie française est créée. C'est aussi au XVIIe siècle qu'il y a de plus en plus de femmes, l'éducation des femmes se développant, et notamment auprès de femmes de la petite moyenne bourgeoisie, petite noblesse, voilà, donc qui ont besoin d'argent, d'écrire, de gagner leur vie avec leurs œuvres, donc de faire profession d'autrice, et c'est là que l'Académie française commence à faire la guerre à autrice à nouveau, qu'en créant les premiers dictionnaires de français, ce mot qui existait depuis des siècles ne rentre pas dans les premiers dictionnaires de français, c'est même pas qu'il est sorti, il ne rentre pas puisque c'est un premier dictionnaire, et à l'inverse, le mot actrice, qui lui n'existait pas, fait automatiquement son apparition. Voilà. Donc, après, pour ce qui est intéressant, c'est qu'après, le travail étant fait de dictionnaire, de grammaire, etc., au XVIIIe siècle, le mot continue à être revendiqué, mais il n'a plus d'histoire, donc il est revendiqué comme un néologisme. Les gens pensent que c'est un terme nouveau. Donc voilà. Donc je passe sur cette recherche, mais je voulais vous la résumer parce que ça fait aussi le pendant à cette histoire du matrimoine. Et pour moi, ça fait partie de ces violences symboliques, la langue, l'histoire telle qu'elle s'est écrite, qui aussi constitue l'effacement de ces autrices de théâtre, mais de ces autrices en général, mais aussi de ces autrices de théâtre, voilà, qu'on rend finalement inaudibles, invisibles, jusque dans la langue. Voilà. Donc après, pour revenir sur ces autrices de théâtre en elles-mêmes, donc sous l'Ancien Régime, ce qui est aussi, je vais vous donner quelques chiffres. On dit, voilà, je vous disais, elles n'ont pas existé. Bon, alors, Edwige Keller-Rabé l'a dit pour l'Ancien Régime, 150 autrices de théâtre sous l'Ancien Régime, 350 au XIXe siècle, 1500 au XXe. Donc on a quand même un corpus de 2000 autrices de théâtre. Alors, elles ne sont pas forcément toutes formidables, mais quand même,
parmi ce corpus de 2000 autrices, il y a des autrices de grand talent qui ont eu énormément de succès, qui ont été jouées à la Comédie Française, qui ont été traduites dans d'autres pays européens. Et dès le XVIIIe siècle, on a parlé de Marianne Barbier tout à l'heure, elle a été traduite dans plein de pays, notamment jusqu'aux Pays-Bas. Elles étaient vraiment, voilà, elles avaient une notoriété. Et jusqu'au XXe, etc. Maintenant, je vais vous citer les chiffres des femmes qui sont rentrées, des autrices qui sont rentrées au répertoire de la Comédie Française, c'est-à-dire dont les pièces ont été jouées la première fois dans la salle Richelieu de la Comédie Française. Donc elles étaient 17 sous l'Ancien Régime, 13 au XIXe, 5 au XXe. Et aucune autrice de théâtre n'est rentrée au répertoire de la Comédie Française entre 1958 et 2002. Donc ça, c'est-à-dire qu'il était plus facile finalement d'être joué à la Comédie Française sous l'Ancien Régime qu'au XXe siècle. Et notamment pendant la grande période de l'émancipation féminine, les années 60, 70, 80. Donc on voit bien que les mécanismes d'effacement, de disparition jouent leur rôle au fil des siècles, et que la question, c'est pas simplement l'émancipation féminine, c'est aussi tout ce qu'on continue en fait à transmettre malgré nous, sans nous en rendre compte, et notamment avec ce patrimoine constitué essentiellement d'œuvres d'hommes par cette langue masculinisée finalement, parce qu'on parle de féminiser la langue, mais non, il s'agit de la démasculiniser parce qu'elle a été masculinisée. Donc voilà, et c'est toutes ces violences invisibles dont on n'a pas forcément conscience, mais qu'on continue comme ça à drainer et à transmettre. Voilà. Après, d'autres chiffres qui sont intéressants, par exemple, le grand dictionnaire du théâtre aujourd'hui, c'est le dictionnaire de Michel Corvin, qui a été publié dans les années 90, qui est régulièrement republié. Il y a 3% d'autrices dans ce dictionnaire de Corvin, du dictionnaire du théâtre. Eh bien, 3%, c'est le même pourcentage d'autrices de théâtre dans le dictionnaire de Charles Demouy à la veille de la Révolution française. Donc, à la veille de la Révolution française, 3% d'autrices dans le dictionnaire de Charles Demouy, c'est à peu près, effectivement, ça correspond à peu près au nombre d'autrices de l'époque. 3% fin du XXe siècle, là, on n'y est plus. C'est-à-dire que vraiment, l'effacement est encore plus grand, finalement, à la fin du XXe siècle qu'à la fin de l'Ancien Régime. Ouais. Pareil, nous, on a fait un travail justement donc, pour faire ressurgir ces œuvres. Ça passe évidemment aussi par l'édition. Donc l'édition de cette anthologie du théâtre de femmes de l'Ancien Régime. Le premier volume est apparu en 2007. Et en 2007 en France, il a fallu attendre 2007 pour pouvoir avoir des éditions modernes de ces textes en France. Et pourtant, à la fin de l'Ancien Régime, toujours juste avant la Révolution française, il existait déjà une anthologie du théâtre de femmes qui avait été publiée par Billardon de Sauvigny, du théâtre de femmes européen. C'est-à-dire qu'il y avait des autrices anglaises, des autrices danoises, des autrices italiennes qui avaient été traduites et publiées à l'époque. Aujourd'hui, à l'époque, on pouvait lire Afra Ben, qui est une autrice de théâtre du XVIIe siècle en Angleterre. On pouvait la lire en français à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas la lire. Elle n'est plus traduite, elle n'est plus publiée. Voilà. Donc, voilà. C'est des questions, qui je trouve intéressantes parce que souvent on nous dit oui, mais on a tout réglé, elles vont arriver. Ça y est, elles sont là. Voyez. Sauf que ce discours, on l'entend déjà depuis très longtemps. On l'entend déjà, par exemple, au début du XXe siècle. En 1924, il y a une revue qui s'appelle Le Cri de Paris, qui lance un débat en disant « Pourquoi y a-t-il si peu de femmes auteurs de théâtre ?» Et tout le monde, tout le Gotha parisien répond, etc. Et on a déjà ce discours, oui, mais elles sont là, elles arrivent, elles sont de plus en plus nombreuses, dans 10 ans, et on voit qu'en fait, l'effacement, il est toujours là. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 25, vous avez les chiffres, 20-25% d'autrices de théâtre sur les scènes publiques, 20-25% des textes qui sont joués sur les scènes publiques sont écrits par des femmes seulement. Voilà. Donc c'est de montrer que souvent cette façon de dire elles vont arriver, c'est une façon, finalement, moi il y a deux arguments pour expliquer que les femmes n'écrivent pas du théâtre. Il y a l'argument essentialiste qui consiste à dire les femmes ne sont pas faites pour écrire pour le théâtre parce qu'elles n'ont pas assez de logique, elles n'ont pas assez de raison, etc. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, etc. etc. Bon. Et il y a un argument
plus pernicieux qui nous concerne aujourd'hui, qui est cet argument que j'appellerais culturaliste, qui consiste à dire à fêter notre société, à fêter notre système politique, à fêter notre démocratie, tout va bien, ça va arriver. Et non, ça n'arrive pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, et souvent je dis aussi aux autrices de théâtre d'aujourd'hui qui me disent oui, mais on a déjà beaucoup de choses à faire pour nous, si en plus on doit travailler à celles qui nous ont précédées, sauf que si on ne travaille pas à celles qui nous ont précédées, c'est celles d'aujourd'hui qui sont déjà en train d'être effacées dans le dictionnaire de Michel Corvin, par exemple. Voilà. Et celles de demain, etc. Donc c'est vraiment cette question de la filiation et de la mémoire. Et enfin, voilà, pour moi, elle a été très, très importante. Et la preuve aussi, par exemple, par rapport justement à l'édition de cette anthologie, je vous disais 2007 en France, je la co-dirige avec 2 chercheurs américains qui ont été pionniers, Henriette Goldwyn et Perry Geithner, qui, eux, ont travaillé sur ce texte, sur cette pièce de femmes de l'Ancien Régime dès les années 1980 aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, ils avaient 20 ans d'avance sur nous, sur la France. C'est-à-dire que dans les années 90, Perry Geithner, il a publié une anthologie du théâtre de femmes de l'Ancien Régime française, en 1993, c'est-à-dire que les étudiants américains pouvaient travailler sur ces textes dès 1993. Et 2 ans après, il les a traduites en américain, donc ils pouvaient même les lire en anglais. Et nous, on ne les connaissait toujours pas. Voilà. Donc, et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces chercheurs américains, ils ont travaillé sur une histoire du théâtre français, une histoire écrite en anglais, de Lancaster, qui date des années 1930, où ces autrices de théâtre étaient référencées. Et sans aucun discours dépréciateur. Lancaster, il parle de Françoise Pascal, de Madame de Villedieu, comme il parle de Corneille, Racine, etc. Donc, ils ont été formés avec cette histoire. Et bien, du coup, quand ils arrivent, qu'ils deviennent professeurs, etc., tout naturellement, ils étudient ces textes et ils en font un objet d'étude et d'édition, etc., etc. Donc, on voit bien que là, la question de la transmission, de l'inscription dans l'histoire a été effectivement importante et explique ces 20 ans d'avance, entre autres, pas la seule explication, mais c'en est une par rapport à nous. Voilà. Après, sur ces questions de texte, c'est long, effectivement, de faire ressurgir tout ce corpus, parce que d'abord, donc, il faut les trouver, ces textes, donc il faut aller les voir dans les bibliothèques, etc. Il faut les étudier, donc des articles, des colloques, des journées d'études, etc. Ensuite, il faut les éditer. Mais ce sont des textes du spectacle vivant. Ce sont des textes, en fait, qui ne peuvent pas rester sur le papier, qui ne peuvent pas être restés des objets d'étude, qui n'existent et qui ne revivent, et on l'entend très bien avec ces lectures, que sur le plateau. Voilà, que quand ils sont réincarnés, remis en scène. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas simplement, pour vraiment en comprendre toute la force, il ne faut pas simplement les lire, surtout que quand on les lit avec tous ces siècles de dépréciation et de dénigrement, on les lit toujours avec un doute. Molière, Corneille, Racine, on ne doute pas, ils sont géniaux. On ne se permet même pas de dire une critique. On nous a dit qu'ils étaient géniaux. Ces textes de femmes, on nous a dit qu'ils étaient très très mauvais. Voilà. Donc, il faut arriver à se dire non, ils ne sont pas mauvais, à convaincre des acteurs qui ne le sont pas, mais les acteurs en général, ils s'en rendent très vite compte. On pourra en discuter, mais voilà, c'est eux finalement les premiers, moi je le vois, qui font revivre ces textes et qui s'en emparent et qui leur redonnent vie. Faut convaincre ensuite, faut convaincre des producteurs, des diffuseurs, des programmateurs qui n'ont jamais entendu parler de ces textes. Donc là aussi, double travail. Quand ensuite on arrive sur une mise en scène de ces textes, eh bien, contrairement à Corneille, Molière, Racine, qui ont des siècles d'exégèse, où on a écrit des tas de choses, où en fait ils arrivent déjà, quand on les lit, ils sont déjà en 3D dans nos têtes. On voit déjà Gérard Philippe dans la cour d'Avignon en train de dire tout ça. Ces textes, ils arrivent en 2D, ils arrivent à plat, ils arrivent vraiment sans aucun... Voilà. Donc quand on met en scène, il y a un double travail, un travail de dramaturgie, un travail de recherche, etc. Donc voilà. Et en plus, là, c'est encore différent, c'est-à-dire que ça j'y suis confrontée, et j'en discutais encore hier avec le directeur de la ferme de Belle-et-Bas, parce qu'on va monter une deuxième pièce, celle de Madame Ulrich, la folle en chair, justement. On ne peut pas non plus se permettre les mêmes choses qu'avec un texte de Molière. C'est-à-dire que Don Juan, on peut le monter comme on veut. On peut le monter en faisant une mise en scène comme si on était sur la Lune ou dans une piscine, et on fait ce qu'on veut. La mise en scène est réussie, elle est ratée. Don Juan, à la fin, il reste Don Juan.
hein. Ces textes qui sont complètement inconnus, si on fait des mises en scène super modernes, etc., on ne voit plus que la mise en scène, on ne voit plus le texte. Voilà. Vous voyez, donc c'est toutes ces questions en fait qui se posent à nous quand on remonte ces textes. Et après, voilà, je pense que aussi dans le cadre de la table ronde, demain, on aura l'occasion de reparler de toutes ces questions de performance et de la place de ce matrimoine théâtral dans l'économie du spectacle aujourd'hui et dans l'enjeu de ce matrimoine aujourd'hui, pour les femmes d'aujourd'hui et pour le public d'aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, ce matrimoine, c'est important pour les femmes, comme je vous l'ai dit, pour une question de légitimation, de modèle, etc. Mais c'est aussi très important pour les hommes, parce que finalement, les hommes sont constamment aussi en filiation avec des figures uniquement masculines. Voilà. Donc là aussi, voilà, c'est quelque chose qui doit se mettre à circuler pour qu'on puisse enfin s'en débarrasser et faire de l'économie finalement de cette différenciation des sexes qui nous pèse énormément. Hein. Mais pour pouvoir s'en débarrasser, je pense qu'il faut d'abord bien la penser et la rendre consciente et la rendre visible. Et pour moi, voilà, c'est pour ça revient à cette question du mot matrimoine, voilà, qui rend visible et audible. Peut-être, j'ai encore... C'est bon ? 3 minutes. Je vais juste alors peut-être dire quelques mots, parce que Frédéric me l'avait demandé, parce qu'on a parlé du XVIIe siècle, ça va être vraiment très court, mais après, Martine Reed va parler du XIXe siècle, et justement, on a entendu Fasa, et bientôt on va entendre Madame Riccoboni et Mademoiselle Monico, donc 2 autres autrices du XVIIIe siècle. Ce XVIIIe siècle, il est important dans l'histoire du matrimoine, justement, de l'effacement, enfin, de l'histoire du théâtre, parce que c'est au XVIIIe siècle que commencent à s'écrire toutes les histoires du théâtre. C'est à ce moment-là qu'on commence. D'abord, il y a toute la théatromanie, etc. Et souvent, je dis, c'est pas la faute de Corneille, Molière et Racine si elles ont été effacées, s'il ne reste plus que Corneille, Molière et Racine. Par contre, si elles sont tombées des dictionnaires, c'est quand même un peu la faute à Voltaire. Donc, parce que, voilà, c'est quand même au XVIIIe siècle que se constitue ce panthéon littéraire, et notamment avec Voltaire qui fait le siècle de Louis XIV, où il va créer ce triumvirat de Corneille, Molière, Racine, et au-delà, plus de salut. Il a effacé effectivement les autrices, où il a eu des discours très dépréciateurs. Il s'est aussi réapproprié, il a désattribué les œuvres de Catherine Bernard en les attribuant à Fontenelle. Voilà, il a aussi effacé d'autres hommes d'ailleurs, hein, du coup. Voilà, donc c'est là que ça se constitue, et c'est au même moment que s'écrivent toutes les histoires du théâtre, tous les dictionnaires du théâtre, etc. Donc c'est un siècle vraiment important. Voilà, et c'est aussi un siècle, je terminerai là-dessus, aussi par rapport aux autrices elles-mêmes. Moi, je dis souvent, au XVIIe siècle, les autrices sont véritablement des amazones de lettres. C'est-à-dire que le théâtre, c'est vraiment un bastion, c'est une tribune, vraiment, et on les considère effectivement, voilà, dans l'imaginaire, sont des femmes masculines, finalement, des amazones qui ne portent pas l'épée, mais qui portent la plume du théâtre. Hein. Le genre, c'est un théâtre masculin. Et le genre masculin, et elles font des tragédies, etc. Au XVIIIe siècle, je résume très rapidement, mais ça change. C'est-à-dire que les femmes doivent écrire des œuvres dans les genres qui correspondent à leur sexe. Genre et sexe se confondent. Donc à partir de là, elles ne vont plus pouvoir écrire des tragédies. Elles vont devoir écrire des comédies, du théâtre d'éducation, etc. etc. Voilà, ça va devenir beaucoup plus normatif, et l'écriture même va être essentialisée, et il va y avoir, voilà, une façon de genrer aussi le théâtre et les genres dramatiques à l'intérieur du théâtre.